Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IA. Le Forum économique mondial de Davos, qui s'est tenu cette année du 19 au 23 janvier, a réuni plus de 3000 dirigeants mondiaux. L'IA n'est plus discutée comme une simple innovation technologique, mais comme le moteur central de la puissance économique et géopolitique mondiale. L'IA souveraine, c'est le sujet qui a dominé les échanges entre chefs d'État et PDG de la tech. C'est tout simplement l'idée que chaque nation doit posséder ses propres capacités d'IA, qu'il s'agisse de données, d'infrastructures, de modèles. Malgré des régulations comme l'AI Act, l'Europe peine à rivaliser avec les investissements massifs des États-Unis et de la Chine dans des infrastructures de calcul et l'énergie nécessaire pour les faire tourner. Mais la question que je me pose aujourd'hui et qu'on va se poser ensemble, et ça va peut-être vous choquer, est-ce que la partie n'est pas déjà terminée ? Est-ce que nous ne sommes pas destinés à devenir une simple colonie numérique, juste bon à payer nos abonnements ChatGPT ? Pour répondre à ça, je ne voulais pas de consultants en costard. Je voulais des builders, des gars qui sont dans les tranchées. Mon premier invité est une figure du SaaS français. Ça fait 20 ans qu'il se bat pour la souveraineté numérique, parfois seul contre tous. Il est le CEO de Jamspot et il n'a jamais gardé sa langue dans sa poche. C'est Alain Garnier. Mon deuxième invité est celui qui comprend la tuyauterie d'Internet mieux que personne. Il a écrit la Bible sur les API, il investit dans le futur de la tech et aujourd'hui, il s'attaque à un monstre sacré, le droit. Avec son cabinet d'avocats IA, Olympe Légal, c'est Mehdi Medjaoui. Alain Mehdi, bienvenue dans le podcast de l'IA. Merci à toi, Alain, Yacine. je commence avec toi. Toi qui milites depuis toujours pour une tech européenne forte, quand tu vois Davos cette année envahi par les Américains et l'écart de financement qui devient abyssal, est-ce qu'il ne faut pas avoir l'honnêteté de se dire c'est fini, l'Europe n'a pas déjà perdu la guerre ? Alors, la question, est-ce qu'on a perdu la guerre ? Écoute, comme tu l'as dit à l'instant, est-ce qu'on risque pas de devenir une colonie numérique ? On est déjà une colonie numérique. On est déjà une colonie numérique. On a plus de 83% des achats de soft qui sont américains. Là-dessus, est-ce qu'on peut se dire que la guerre est finie ? Alors c'est là où moi j'ai une réponse assez claire, c'est non. Et pourquoi ? Parce que toute l'histoire de l'humanité nous montre qu'il n'y a jamais de domination industrielle à très long terme. Alors après, par contre, ça peut être long par rapport au temps humain ou notre temps à nous. On voudrait que dans les mois et dans les années qui viennent, ça change. C'est sûr que vu de ce côté-là, la guerre elle va être longue. Mais quand on regarde les Chinois qui sont partis d'une situation où ils étaient complètement hors course, aujourd'hui, ils font jeu égal. Donc, tu vois, par exemple, la guerre n'est pas perdue. En revanche, la question de savoir si on fait ce qu'il faut pour aller dans le bon sens, alors là, je serais peut-être moins, tu vois, optimiste, parce qu'effectivement, des fois, on a l'impression qu'on se tire des balles dans le pied, qu'on est lent, qu'on hésite. Enfin, tu vois, il y a un côté, tiens, oh là là, il y a le feu à la maison. Est-ce qu'on hésite à prendre le cartable et à se mettre des lois pour savoir si on doit signer un NDA avant de partir, quoi. Donc, tu vois, je mets en contraste ça. Mais moi, je pense que la guerre est pas finie, et d'autant plus que justement à Davos, il y a une prise de conscience. D'autant plus que le mépris américain, là pour le coup, joue contre son camp parce qu'au bout d'un moment, là aujourd'hui, il y a une prise de conscience en Europe que ce ne sont plus nos alliés, ce ne sont plus nos amis. Alors si tu veux faire du business, à un moment donné, tu as intérêt à quand même garder une relation assez amicale avec les gens à qui tu vends des trucs. Ça, c'est dans toute l'histoire du business de l'humanité. Mais Alain, je reviens à ma question. Enfin, quand tu as vu les images de Davos, bon, on a tous vu Macron avec ses belles lunettes, mais sinon, ce qu'on a surtout vu, c'est le triomphe de l'Amérique. Mhm. En fait, toi qui te bats pour le Made in Europe, est-ce que on est beaucoup à juste avoir envie d'éteindre la télé ? Oui, mais justement, le truc, c'est que tu sais, c'est bien parce que à un moment donné, une guerre, ça se gagne aussi parce qu'à un moment donné, il y a les gens qui partent au combat. Tu as eu l'amabilité de dire qu'à un moment donné, j'étais, enfin, je suis pas le seul, mais j'étais un des rares à dire qu'il y avait un problème. Simplement, c'est que tant qu'on était dans notre cocon douillet, si tu veux, il n'y avait pas de sujet. Et donc, les gens se disaient, c'est très bien, j'utilise les systèmes américains, ils sont super, de quoi tu me parles ? Quand on est attaqué plus que dans nos valeurs, quand la question, c'est une question territoriale, je pense que cette histoire de Groenland, qui est en plus une espèce de folie, parce qu'en vrai, Donald Trump, il en fait ce qu'il veut déjà aujourd'hui, je rappelle. Il y a des accords, que ce soit sur les mines ou sur le côté militaire, il fait ce qu'il veut aujourd'hui avec le Danemark. Donc, bref, il lui a pris cette idée un peu d'empereur fou, quoi. Simplement, c'est que ça a touché là quelque chose de très profond chez nous, qui est de dire, mais mon Dieu, il pourrait nous piquer notre territoire. Et ça, alors là, pour le coup, tout d'un coup, ça se réveille, tu vois. Et quand ça se réveille, eh ben là, les gens se disent, mais dans quelle situation on est ? Donc, il y a un sursaut aujourd'hui, mais qui est très net. Moi, je pourrais te donner plein de signaux qui te montrent ça, que ce soit des signaux gouvernementaux, franco, allemands, mais pas que. Pour te donner des signaux du CAC 40, par exemple, chez nous, qui commencent à vouloir sortir des GAFAM, un Airbus qui était full Google, qui dit « Oh là là, je veux un cloud européen maintenant pour mettre mes données ». Par exemple, ça, tu vois, c'est quand même pas n'importe quoi qui vient d'arriver là, et c'est dans la presse, ça a été documenté. Moi, j'organise là une tournée avec les DSI du CAC 40 pour justement qu'ils découvrent les alternatives qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont dans un mode dans lequel il y a les Américains, puis le reste n'existe pas. Donc, il y a une vraie volonté de changement.
À partir du moment où il y a du changement, je peux dire que ça bouge. Quand tu vois les chiffres, moi, tu sais justement sur les chiffres, je le donne toujours celui-là. Aujourd'hui, il y a 283 milliards d'euros par an d'achats numériques en Europe pour les États-Unis. Et c'est du récurrent, hein. Tous les ans, hein. Tous les ans, on leur achète ça. Si c'était un éditeur SaaS, d'accord, on multiplierait par 10, ça va aux US, ça fait 2600 milliards de valo. Donc quand en face on dit oui, alors les boîtes font 1000 milliards, 2000 milliards, nous aujourd'hui en fait, on construit mécaniquement par ça l'équivalent de 2600 milliards de valo au sens américain. Donc la question c'est comment on peut dérouter ça, et je pense qu'on en parlera dans le podcast. Ce que je vois dans les trucs l'IA, mais un tel bazar dans tout ça, mais un truc de fou, hein, on voit bien, hein, y compris dans où est la chaîne de valeur. Est-ce que vraiment l'IA de demain, c'est du SaaS cloud centralisé, ou c'est du truc décentralisé qui finit par revenir sur le poste avec d'autres manières de distribution qui fait que les Américains, avec leur grosse machinerie à milliards, se retrouveraient peut-être pris à contre-pied, tu vois? Et là, tout d'un coup, le génie, alors pas seulement européen, mais aussi peut-être même chinois, peut reprendre la main parce qu'effectivement, là, le marché est beaucoup moins verrouillé. Donc, il y a aussi une telle perturbation de l'IA que je pense que même les Américains, ils ont intérêt à faire attention parce qu'ils sont pas sûrs de garder leur suprématie avec le mental dans lequel ils sont. Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, une start-up européenne, en toute franchise, elle peut exister sans dépendre à 90% des briques américaines? J'entendais encore la dernière fois, déjà avant l'IA, quand une start-up faisait des levées de fonds, il y avait une grosse partie qui partait chez Google, chez Facebook sous forme d'ads. Et maintenant, avec l'IA, c'est pire parce qu'on a des wrappers IA qui lèvent des millions d'euros. 90% de la levée de fonds qui part en token vers OpenAI. Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui la French Tech, c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle French et qu'elle est en anglais. La French Tech, c'est allez, toi tu dis 90%, mais il y a quand même des salaires. Le chiffre que moi j'avais vu, c'était à peu près 40% de ads, sales de SaaS, 30% d'infra. Mais voilà, c'était du 60-70%, moi le chiffre que j'avais entendu, d'une levée de fonds en Europe Mmh. qui finira quelque part aux US. Après, on est une économie distribuée. On vend d'autres choses, ils nous achètent d'autres choses. Et si tu veux, tant que l'économie est globale, ça passe, si tu veux. Tant qu'on est dans cette réciprocité, ça passe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le numérique, c'est absolument pas réciproque. On n'a pas du tout cet échange. Il y avait un livre de Thomas Friedman qui s'appelait The World is Flat. Le monde est plat. À la chute du mur de l'Union soviétique, donc il y avait Fukuyama à la fin de l'histoire, mais lui il disait le monde est devenu plat parce qu'en fait les barrières existantes, les barrières politiques vont disparaître, la logistique mondiale, tout va se mondialiser et on va être tous interdépendants. Il avait même prédit que deux pays qui ont des chaînes logistiques extrêmement interdépendantes ne se feront jamais la guerre puisqu'ils sont interdépendants. Le problème, c'est que quand tu es plus dépendant, quand les chaînes logistiques sont plus mélangées, tu deviens potentiellement dépendant et eh ben, si tu veux, tu laisses la place à la puissance. Et si tu veux, pendant longtemps, les États-Unis avaient abandonné la puissance. Il y avait Bertrand Badi, c'était un prof de politique, qui disait que c'était la fin de la puissance. Mais en fait, là, on est revenu dans des logiques de puissance. Mais la logique de puissance, c'est parce que en face, ces économies ne sont plus assez mêlées, les chaînes logistiques ne sont plus interconnectées, et dans le numérique, c'est vraiment le cas. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui se posent la question, si les États-Unis coupent, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais lundi à la journée sur la souveraineté numérique au ministère là, avec Anne Le Henaf et l'annonce de l'indice de résilience numérique pour que les boîtes déjà sachent où est-ce qu'elles en sont. Mais oui, aujourd'hui, si on regarde les conférences API et ce que consomment des autres, on est complètement dépendant. Et je reviens sur ce que disait Alain sur l'aspect colonie. Aujourd'hui, les colonies, donc certaines se sont émancipées, sont devenues indépendantes, mais elles sont restées dans un lien post-colonial qui est l'extraction. Aujourd'hui, on reconnaît l'ancien empire colonial de l'Angleterre ou de la France parce que les anciennes colonies, j'enlève le côté politique de coup d'État, de qui est-ce qui était mieux au pouvoir, mais sont restés dans une logique d'extraction. C'est des pays qui restent dans de l'extraction de matières premières, ils font pas la transformation et c'est uniquement destiné à leurs anciens colons ou aux pays colonisateurs. Aujourd'hui, nos données personnelles sont de la matière première qui va directement aux États-Unis. Nous sommes vraiment dans cette logique de pays colonisés, disons ça comme ça, et donc nous ne faisons pas ou très peu de valeur ajoutée sur ce qu'on produit. Dans le numérique, c'est principalement des données personnelles, des données métiers, qui vont aux États-Unis pour faire de la valeur. Donc on est vraiment dans cet esprit-là, et le terme colonie est vraiment bon d'un point de vue numérique. Après, s'ils se mettent à prendre des bouts du Groenland, là ça va être des colonies territoriales, mais ça se voit un peu plus. Et quand tu regardes, je prends juste cet exemple pour montrer à quel point c'est dépendant, c'est important. Quand avec la Russie on avait eu le conflit, on a cherché du gaz un peu partout, on a cherché du gaz aux États-Unis principalement, et
Biden à l'époque avait dit OK, je veux bien vous livrer du gaz sur 5 ans pour vous enlever votre dépendance, à condition que vous enleviez le Data Privacy Framework. Vous enleviez les protections d'échange de données avec les États-Unis. Vous arrêtez avec ça parce que nous on a une économie numérique, on a des champions du numérique et on va vous arrêter les bannières, si tu veux, les barrières. C'est drôle de dire bannières et barrières. Vous arrêtez Mmh. d'avoir des barrières douanières entre guillemets sur les données personnelles, un peu comme dans les pays quand les anciens pays colonisés, si tu veux, reprenaient part à leur pétrole, ils disaient OK, on va continuer de vous l'envoyer, mais on va prendre une part supérieure. Et donc, si tu veux, c'est la question, c'est quel est le niveau de la barre, quoi. Donc, si tu veux, on en est vraiment là. Et quand tu vois Davos, Davos, oui, c'était une réunion de chefs d'État qui discutaient avec des géants de la tech. Il y a même Elon Musk qui se permet de faire des blagues sur le Peace Summit et le Peace Summit le Peace comme la paix et le Peace comme des bouts, en disant oui, les États-Unis, on va prendre des bouts. On dit qu'on fait la paix, mais on va prendre des bouts, les mots Peace. Donc ouais, donc d'un point de vue API, ça se voit et on est dans cette dépendance. Et il y avait même des gens qui disaient les subventions BPI devraient être conditionnées, les subventions publiques conditionnées à de l'achat de matériel français ou européen, parce que sinon ça va directement entre guillemets d'un point de vue extraterritorial. Le but c'est pas d'être que américain. Et moi j'ai juste un espoir pour aller dans ce que disait Alain. Mais il y a une phrase d'un homme connu qui était croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et je vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent venir un jour la victoire. Et ça c'est De Gaulle en 1840. Tu vois, c'est les mêmes moyens qui nous ont fait perdre peuvent être les moyens de la victoire. Alors, les gens disent beaucoup qu'à l'époque, il savait que c'était un vœu pieux parce qu'il était tout seul. Il disait nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, mais c'était au plus bas. Mais il y a aussi cette logique de croyance. Si on croit qu'on est soumis, c'est un peu la servitude volontaire de la Boétie. Mmh. Tant que tu crois que tu es soumis, tant que tu crois que tu ne peux pas, bah, tu ne peux pas parce que c'est perdu d'avance. Donc il faut y croire. Il faut aussi que l'Europe en fasse des annonces qui soient assez fortes. Je prends l'exemple, là, aujourd'hui, les US, ils ont fait des annonces d'infrastructures qu'ils ne sont pas capables de produire, mais c'est pour envoyer un signal et étouffer toute volonté de résistance. Quand ils disent qu'ils feront tant de, je sais plus combien, 3000 milliards, je crois, il y a 3000 milliards total d'investissements infra promis en puces ou en data center, ils n'ont pas les réseaux, ils ne peuvent pas physiquement le faire. Je prends l'exemple du cuivre ou de certains matériaux. Il faudrait que 25 à 30% de toute la chaîne logistique américaine soit dédiée au data center. Il y a des villes qui n'auront plus d'électricité, alors déjà ils galèrent. Donc si tu veux, ils savent que c'est faux, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que c'est un signal qu'ils envoient. Et puis il y a un peu de méthode couée, quoi. Tu vois, ils en feront peut-être que 10% des 100% qu'ils promettent, mais en tout cas ils auront empêché la résistance des autres. Donc ouais, donc d'un point de vue API ça se voit. Et d'un point de vue géopolitique, bah, c'est flagrant. Rebondir sur On a dit déjà, qu'on était sans filtre, hein, ouais, sans ouais, ouais. bullshit. Moi, je suis Hein. Intéressant. complètement d'accord avec Mehdi sur Ouais. tout ce qu'il a dit, hein. Vraiment, je trouve que d'ailleurs, ça fait vraiment la connexion. Servitude volontaire, je pense que on commence par là. Et quand on regarde, par exemple, le cloud, quand ils se sont lancés, maintenant, quand on regarde ce qu'a fait à l'époque les cloudistes, hein, en fait, l'écart était pas si dingue, mais aujourd'hui, on dirait, bah, en fait, ils nous ont un peu enfumés, quoi. Mais à l'époque, on a cru que c'était fini la bataille du cloud. OK. Et alors, une fois qu'ils ont 80% du marché, bah oui, c'est le cas. Et sur les colonies, là, pour apporter un léger prisme un peu différent, non, toutes les colonies finissent pas comme des systèmes d'extraction. La Corée, par exemple, je parle plutôt celle du Sud, hein, parce qu'il y a encore la Corée du Nord. La Corée du Sud, qui a été une colonie, y compris américaine, avec un certain nombre de problèmes, aujourd'hui est un pays qui a su surnager par rapport à ça, dans une perspective de souveraineté tout à fait assumée. L'Inde, qui est vraiment un pays assez remarquable, alors là, pour le coup, dans le genre colonie anglaise, ça se place là. Aujourd'hui, on est d'accord qu'elle a une trajectoire qui a été capable d'être autre chose qu'une colonie d'extraction. Et à l'inverse, par contre, comme disait Mehdi, il y a des colonies qui ne s'en remettent pas. Et moi, je pense que la grande différence, elle est effectivement dans cette croyance. Ça commence par là. C'est-à-dire que c'est dans la croyance, dans le fait que ce qui nous unit, la culture, les valeurs, sont plus fortes que la défaite qu'on a subie. Et donc, par exemple, là, en l'occurrence, sur le numérique, on s'est pris une belle tôle d'un point de vue business, mais en vrai, d'un point de vue, par exemple, de capacité à générer des gens qui sont bons dans le numérique, on continue à tenir la baraque. Il n'y a pas une semaine sans qu'on n'a pas justement soit un valeureux européen qui finit aux US et que c'est une magnifique start-up, tu vois? Je pense, tu vois, moi,
Là, j'ai eu un échange avec Jonathan Angelov tu vois, d'Aircall, qui est incroyable comme trajectoire. Non, la boîte est aux US, mais enfin, il est passé de 0 à 200 millions. C'est une réussite française d'un mec qui vient des banlieues. Voilà, ça, c'est magnifique. Bravo à Jonathan. Et donc, on a des C'est exemples de magnifique, réussite. mais du coup, Aircall, maintenant, c'est américain. Oui, mais c'est Alors qu'à la américain, mais base, on a. c'était français. Oui, mais regarde, Et c'est ils américain, équipent mais tout. En fait, Aircall, à la base, c'est français. Ils ont réussi à équiper la plupart des boîtes de leur système, et surtout les startups et toute la startup nation. Ils se sont fait racheter par les Américains, donc c'est devenu une boîte américaine. Et du coup, on se retrouve tous à avoir acheté à la base un produit français, et on était fiers d'avoir acheté un produit français. Mais maintenant, quand on a Aircall, on a acheté un produit oui, mais américain. ça, Yacine, ça arrivera tant qu'il y a cette logique financière d'un côté et les 80% de marché. Et donc, on va envoyer des enfants comme ça au combat qui vont se faire manger par l'ogre américain. Mais par contre, ça t'a pas échappé non plus que tous ces gens-là qui, par exemple, revendent leur boîte aux US, ils commencent à lancer des startup studios, à financer des boîtes en Europe, tu vois, à faire d'autres investissements d'ailleurs. Et donc, en fait, ils sont aussi des fois dans des logiques de relocalisation. Donc, c'est ça, en fait, la question du remontada Ah, qui mais se du fera coup, ou pas. le même fondateur d'Aircall, là, il n'a pas recréé un logiciel, hein, il s'est mis dans l'immobilier. Donc Bah, il le là, faisait avant. Il le faisait déjà avant d'ailleurs, by the way, hein. ouais, Il mais était maintenant il déjà fait que là-dedans. ça, Non, mais et je pense qu'il a redirigé tout son focus sur ça. Mais c'est pour ça que ça peut pas dépendre de certaines personnes. Si tu veux, c'est une logique systémique. C'est pas une personne qui va tout changer. Ce serait faire croire que tout est personnifié. Et en fait, c'est une logique Mmh. d'écosystème, c'est une logique de croyance, c'est une logique de réseau. Et c'est pour ça que c'est un mouvement. C'est pour ça que c'est politique au fond. C'est politique parce que si tu y crois et que tu augmentes la croyance dans la promesse et l'ensemble de gens y contribuent et à la fin tout le monde y croit et ça tient. Le problème, c'est que si les gens n'y croient plus, si ça commence à s'effriter, et bah oui, je vais aller revendre ma boîte à une boîte américaine qui me propose 8 chiffres ou 9 chiffres, parce que bah pourquoi pas, alors que j'aurais pu essayer d'avoir un destin différent. Tu vois, Yann Lequin aujourd'hui qui vient refaire en France avec sa boîte 500 millions avec Amilab. Alors Alors ça, peut-être qu'il y avait des, c'est tu vois, l'espoir IA de l'année, ça. alors ouais, c'est l'espoir, mais si tu veux, c'est un signal de dire je crois que c'est possible de le faire ici. Il y a les talents, il y a le cash, il y a l'écosystème, il y a le réseau, et si tu veux après, d'autres vont aller sous le parapluie et on va voir si ça tient, tu vois. On va voir si ça tient, mais même si une grande partie ira, comme on a dit, au GAFA. Mais tu Mmh. vois, je prends exemple, j'ai discuté avec Neil Zeguidour de Gradium. Neil, il a inventé les LLM audio chez FAIR, donc Facebook, les labos de recherche IA, et chez Google DeepMind, tu vois, il a fait 10 ans de recherche, il dit c'est génial, c'est les GAFA qui ont payé le compute pour mes recherches, parce que les labos de recherche français n'avaient pas les moyens. J'ai fait, alors peut-être qu'il a fait une partie du succès de l'IA de ces grands-là, mais il dit maintenant je reviens, j'y crois, je suis à Paris, je fonde ma boîte, je lève 70 millions, et je vais aller les challenger sur ce que j'ai appris chez eux. Donc si tu veux, oui, il y a toujours cette dépendance, interdépendance. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux, mais et on peut apprendre. Il y a des logiques on va dire, de résistance numérique, mais comme tout, il faut qu'elles se fassent. Les vraies révolutions sont lentes, elles sont pas sanglantes, tu vois. Il faut à la fois le faire dans le fond, dans les lames de fond, tu vois, petit à petit, comme de la même manière qu'ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'on l'a pas vu venir. C'est comme la grenouille qui est dans l'eau chaude, qui monte, et à la fin, elle a pas vu la température. Mais de l'autre côté, il peut y avoir la même chose aussi. On peut travailler de fond. Il y a l'État qui fait des logiciels open source, il y a des startups, il y a des boîtes, il y a des grands groupes qui se posent des questions en ce moment sur le sujet. Et de l'autre côté, ben, ça peut monter jusqu'au jour où ils le voient pas. Alors, faut pas qu'on le dise trop fort dans ce podcast, parce que sinon, je vais nous entendre. Mais si tu veux, voilà, c'est vraiment des logiques d'autonomie stratégique et ça, et si tu veux, voilà, mais c'est pour ça que c'est pas une personne qui va le faire. C'est pas une personne Ouais, je qui suis va le faire, d'accord. c'est une croyance globale. Et ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des hommes politiques qui délèguent trop de choses aux GAFAM. Parfois, ils délèguent aux plateformes de réseaux sociaux la modération, ils délèguent aux créateurs de modèles IA l'éthique de l'IA, où les gens, tu vois, avec un pantouflage assez incroyable. Et si tu veux, à partir de là, tu es dans cette logique de soumission et de servitude, parce qu'en plus, tu délègues là où normalement il faudrait contrôler. Je suis pas forcément pour que l'Europe soit qu'uniquement dans une position de contrôle. On doit revenir dans une logique de puissance. Et je me permettrai de faire une digression philosophique, mais c'est Nietzsche qui parlait de morale d'esclave. Il disait, quand tu n'es pas capable de puissance, alors tu adoptes une morale qu'il appelait d'esclave, c'est-à-dire une morale de soumis. Tu vas dire que la puissance est une mauvaise vertu, mais que le pacifisme est une vertu. Parce que tu n'es pas capable de puissance. Tu vas dire, quand tu n'es pas capable d'être riche, tu vas dire que la pauvreté, la sobriété, la générosité sont des vertus. Parce que tu n'es pas capable de richesse et d'avarice. Et si tu veux, et ainsi de suite, il dit que beaucoup adoptent des valeurs
qui sont en fait l'opposé de ce qu'ils aimeraient. C'est comme la fable du renard et des raisins. Quand les raisins qu'on peut pas atteindre, on dit qu'ils sont trop verts. Et moi, ce que je vois avec les réglementations, parce que moi j'ai lancé une boîte dans la réglementation, l'Europe, moi j'y ai cru que les réglementations allaient être des réglementations offensives, ou en tout cas très défensives, jusqu'à être offensives. Et en fait, on a vu qu'elles se sont écroulées parce que c'était des réglementations de soumis. C'était pas des réglementations de puissance. Après, alors je suis d'accord, c'est l'heure, c'est le moment pour l'Europe de se réveiller et de montrer sa toute puissance. Après, on oublie une chose, c'est que c'est quoi l'Europe? C'est juste plusieurs pays qui veulent faire un peu de business ensemble. C'est pas un pays l'Europe. C'est une union économique. Et c'est pas une union politique. Je suis d'accord avec toi. Et donc, est-ce que l'Europe a déjà été puissante? Bah déjà, l'Europe c'est jeune. C'est un concept tout nouveau, l'Europe. Mais donc déjà, n'a jamais été une puissance. Ce qui a été une puissance, c'est les pays qui sont dans l'Europe. Non, mais ça, justement, ça c'est la vision qu'on a, nous, en tant que nationalistes, et je le dis comme ça exprès, en pensant à travers le prisme des nations. Il y a encore une fraise là qui passe, tu sais, où tu fais en accéléré la partie territoriale du monde. Tu t'aperçois en fait que ça n'arrête pas de se recomposer. Et il y a eu plusieurs fois dans l'histoire, je parle des 2 millénaires qui sont là, en fait, une Europe avec un empire central, que ce soit l'empire romain, l'empire germano-hongrois. Oui, mais à sa tête, Il y a eu l'empire mérovingien, il y a eu l'empire napoléonien. Donc plusieurs fois dans l'histoire de l'Europe. Mais à chaque fois, en fait, en quelque sorte, t'en avais un qui prenait le pouvoir. En gros, c'est comme si tu disais, l'Europe de demain, le patron, le big boss, ça sera l'Allemagne de l'Europe de demain. Mais quand tu dis l'Empire romain, c'est qu'à cette époque, c'était plutôt l'Italie. Non, parce que ce qu'ils faisaient, par exemple, c'est qu'ils se mariaient. Par exemple, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était très lié sur le. Oui, mais c'est fini les mariages entre patrons. Justement, mais donc c'est la même chose. Là. Non, mais regarde, en gros, quand on mariait en fait des gens pour que 2 pays justement deviennent un seul empire, aujourd'hui, c'est la même chose que quand tu les mets ensemble dans un machin que tu appelles le G7, le G3, le groupe des je sais pas quoi. Donc, en fait, on a juste transposé ça vis-à-vis du pouvoir. Mais tu vois aussi au niveau des élections, c'est là où tu le vois bien au niveau des élections, il y a la montée du nationalisme et pas du fédéralisme. Les pays, si tu regardes les électeurs, ils veulent au contraire moins d'Europe, ils veulent plus de nations. Et en fait, tu peux pas aller contre les électeurs. Mais justement, il y a l'idée d'internationalisme. L'internationalisme prend en compte les nations. Tu sais, on croit que l'internationaliste c'est donc si tu veux, à la fois les mouvements un peu souverainistes, parfois extrémistes de droite, sont pour les nations, mais si tu repenses à certains mouvements de gauche qui sont internationalistes, ils sont pour une coopération des nations, mais ils restent dans l'idée de nation internationale, tu vois, c'est pas supranational, tu vois. Et la fédération, c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt plus au centre qu'on est pour la fédération, en tout cas en Europe, si tu veux. Donc si tu veux, il y a ces deux. Ouais, mais je t'en prie. Regarde, aujourd'hui, l'Europe, elle est dans une situation où elle se bat pour sa survie. On a carrément la Russie qui attaque l'Ukraine et ils arrivent même pas à se mettre d'accord pour mettre en place une armée commune, quoi. Mais tu vois, c'est pas factuellement vrai. Il y a peut-être pas l'armée que tu voudrais à la taille qu'elle est, mais je rappelle qu'au départ, l'Europe, elle a pas de mission sur cette dimension-là, et elle a été capable quand même de se mettre d'accord pour justement mettre en place, par exemple, des financements de cette armée. Donc, si tu veux, c'est un peu comme ce qui s'est passé pour le Covid. Pendant le Covid, l'Europe ne devait pas s'occuper de la santé. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Et après, on peut trouver qu'elle n'a pas fait assez vite, mais elle a été capable de se mettre ensemble pour le faire. Moi, ce que je pense, c'est plutôt à l'envers. C'est qu'il n'y ait pas une envie de fédéralisme éthéré, c'est une chose. Mais face à la puissance américaine et chinoise, il y a une volonté de puissance européenne, et quand on rentre dans le concret, et là on parle de l'IA, on parle du numérique, et en fait dans ces cas-là, les hommes et les femmes de bonne volonté se remettent ensemble et veulent le faire au niveau européen, parce qu'ils voient bien qu'au niveau national, c'est un peu étriqué. Parce que les boîtes de SaaS comme nous, en termes de tech, on sait que pour financer un peu tous les développements qu'on fait, sur l'échelle d'un pays, c'est un peu petit, donc il faut aller au-delà. Moi, je connais aucun de mes potes dans les SaaS numériques qui me dit « Ah là là, moi, je resterai franchouillard toute ma vie ». Aucun. Il n'y en a aucun. Ils ont tous une volonté de puissance à minimum européenne, voire au-delà. Donc, c'est pour ça que on voit les politiques. Alors, je suis d'accord que l'Europe est en retard.
Tu vois? Mais simplement, c'est qu'elle est en retard, donc elle est prise un peu à contre-pied, mais enfin quand même, elle se met en ordre de marche, si on prend la question, militaire. Là, ils se sont mis d'accord pour dire non à Trump ensemble, tu vois? Alors après, ils l'ont pas fait tout de suite, ils ont mis 3 jours. Alors on dit: «Oh là là, mon Dieu, ils savent pas se prendre, mais c'est comme parce que c'est effectivement un ensemble de personnes. C'est pas un seul empereur qui décide comme Trump ou des fois, ni son congrès, ni son conseiller, ni personne sait ce qu'il va dire. Parce que faut pas oublier qu'après, quand tu délègues tout à une seule personne, tu as aussi ce problème-là. Donc si on en revient sur l'IA, moi je vais te dire ce que je pense, c'est que justement l'empire américain sur le numérique commence à être aussi détesté. Et un empire détesté, j'en reviens à mon point de départ là-dessus, sur le business, c'est pas très bon. Or, aujourd'hui, les GAFAM qui s'étaient construits sur une image très positive de libération à travers le numérique et tout ça, là, aujourd'hui, ils ont une étiquette dans le dos de bah, des gros machins qui payent pas leurs impôts, qui sont en fait des prédateurs et qui, sur l'IA, sont en train d'apporter peut-être une nouvelle perversion après avoir amené celle des réseaux sociaux sur la planète. Donc, aujourd'hui, quand tu fais les sondages d'opinion mondiaux, je te parle pas de la France, les GAFAM sont passés de petits anges dorés à démons détestés. Et ben ça, je pense que pour le business, c'est pas bon pour les États-Unis, tu vois. Vraiment, Ouais. c'est pas bon. Et donc j'espère. Je pense que justement, c'est le début d'un changement de politique d'achat par rapport à ça. Mais tu vois, l'Europe, c'est quoi? C'est 450 millions de personnes, c'est 27 ou 30 du PIB mondial. C'est la première zone économique du monde, si tu regardes, alors elle est fragmentée, mais je suis d'accord, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a fait une union économique, qui était dans l'intérêt des États-Unis, à l'époque, sa création, mais une Europe économique et pas une Europe politique. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'il y a pas de démos européen, il y en a qui disent un Finlandais, il a rien à voir avec un Espagnol et c'est pour ça qu'on n'a pas ce sentiment de peuple européen, Il y a aussi la langue, mais c'est pas grave. surtout. Aux États-Unis, ils parlent tous anglais. En Europe, Ouais, bon, l'accent texan est difficile à comprendre quand même. Mais non, j'exagère, mais pour avoir vécu là-bas. Mais non, non. Mais si tu veux, mais les États américains sont quand même assez différents, même si derrière, et je suis d'accord que c'est une seule nation. Mais il y a la langue. Mais tu vois, Ursula von der Leyen que j'apprécie très 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 peu, mais ils ont quand même fait le EU Inc. là ou le Startup Inc. Je sais pas, mais tu vois l'idée de un seul comment ils appellent ça, un seul statut d'entreprise à travers les 27 pays. 28e Enfin, voilà. ce statut. serait le 28e, ce serait un État virtuel en fait, Voilà. et ce serait le 28e État européen où on pourrait y incuber des startups avec une législation harmonisée Voilà. Donc et il y a ça. compétitive Donc, face aux États-Unis. en termes de puissance économique, c'est là. En termes de puissance de talent, l'Europe a largement les talents aussi bien que les États-Unis. Les États-Unis, je rappelle, d'un point de vue talent, c'est un pays d'immigration, ils font venir les talents. Et aujourd'hui, la soft power américaine, elle est morte. Enfin, quand tu vois ICE, Ah quand oui, tu il a vois tué, la Trump a Gestapo tué américaine, ça. Trump, il voulait rendre l'Amérique grande. Il l'a rendue petite dans Petite, l'histoire toute et il petite. l'a rendue petite. Il essaie de la grandir d'un point de vue territorial, mais elle devient extrêmement petite dans l'histoire. Les chercheurs du public sont partis. Aujourd'hui, c'est has-been. Alors moi, j'étais là-bas aux US. Moi, il y a 12 ans, j'étais aux US, monté ma startup là-bas et tout ça. Donc, si tu veux, c'était top. J'étais au top de la hype. Aujourd'hui, le mec qui dit je vais aux US faire ma startup, mais tout le monde le regarde en mode mais t'es naze, tu vois. T'es complètement has-been. Alors attention, ça reste la Ligue des champions des boîtes, ça reste le championnat le plus. Ah, je Mais rappelle, si tu veux, Exa, le gros incubateur Exa, il est parti ouvrir un ouais, bureau, j'ai vu, en Californie, à San Francisco. mais aussi En en fait, Europe, avec mais l'IA, aussi en- il y en a quand même beaucoup qui veulent aller à San Francisco avec la révolution IA, quoi. non, mais bien sûr, mais en même Si on temps, met de Exa, côté Trump, bien sûr, si on met de côté ouais, Trump. ouais, parce que Mais Trump la peut-être que Californie, j'ai il l'impression que sera c'est plus un là. pays dans les États-Unis. Ouais, La ouais, tout à Californie, fait. c'est un peu un autre pays, c'est pas les États-Unis en fait. C'est un pays dans les États-Unis. Je crois que la Californie toute seule, c'est le 10e PIB mondial. Ça a rien à voir. Je suis entièrement d'accord. Mais si tu veux, pour moi aujourd'hui, mais moi, je parle de moi, aller aux US en se disant c'est la Ligue des Champions et à y aller, c'est comme aller aux Jeux Olympiques en 1936. C'est la plus grande compétition du monde. Certes, c'est la meilleure compétition, la plus grande, mais tu vas et il y a le salut nazi pendant le premier tour, pendant la présentation des athlètes, tu vois. Si tu veux, en termes d'image, tu vois, en termes d'image là, enfin, tu vois, enfin vraiment, c'est dégoûtant ce qui se passe là-bas d'un point de vue politique, d'un point de vue business, c'est incroyable. Attention, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Donc 2023-2024, Google a fait un rapport qui disait l'open source, there is no moat, il y a pas de fossé si tu veux dans l'IA. L'open source, vu que c'est des chercheurs qui contribuent, l'open source rattrapera toujours les modèles propriétaires.
Alors c'est une conjecture, hein, on l'a vu avec DeepSeek, on l'a vu avec ce genre de choses. Et c'est un des atouts de l'Europe, c'est qu'elle peut miser sur l'open source pour rattraper les géants parce qu'elle n'a pas le compute et parfois elle n'a pas la recherche. Donc si tu veux, il y a vraiment des atouts pour résister jusqu'à la Ouais, mais à victoire quoi ça finale. sert de l'open source si tu fais tourner ton open source sur des puces américaines dans des data centers américains je veux dire, Je ça suis change. entièrement d'accord. Pour l'instant, je suis entièrement d'accord. On a Vessora qui arrive, on a Cyperl, il y a des data centers qui vont être faits en Europe. Je suis d'accord, c'est du Nvidia, il y a 80% qui va retourner aux US en termes de valeur. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais il faut bien démarrer. On va changer de sujet. Je pense que le SaaS, si tu mets pas de l'IA dedans, ça vaut zéro. Parce que c'est juste un outil qui structure un peu tes trucs. Mais si tu veux qu'il apporte vraiment de la valeur, il faut qu'il y ait de l'IA dedans. Et là, tu peux vendre en plus le SaaS. Et tu vois, on commence à avoir des outils, même Gmail. Moi, j'utilise une version de Gmail où c'est gratos. Et quand je veux rajouter Gemini, je dois payer. Slack, c'est pareil. Slack, tu peux l'utiliser en gratuit. Dès que tu veux mettre de l'IA, ben, faut payer. Et donc, voilà. Ma première question, c'est, voilà, est-ce que tu penses que le SaaS sans IA, ça vaut zéro? Bon, pas zéro. Par contre, est-ce que si on met pas d'IA, ça a beaucoup moins de valeur? Oui. Mais comme par exemple, dans mon domaine, des outils dits collaboratifs, avant, tu uploadais des documents, c'était déjà pas mal parce que avoir des documents partagés, c'était un truc de dingue. Mais si tu n'avais pas de social, à un moment donné, dans ton produit, ça valait zéro. Parce qu'effectivement, il n'y avait plus d'outils qui n'étaient pas collaboratifs. S'il n'est pas collaboratif, il n'a pas de valeur. Donc, en fait, il y a un déport à chaque fois des nouveautés qui captent la valeur. D'accord. Je pourrais te prendre un autre exemple qui va vous faire marrer, parce que pour vous, je pense pas que vous étiez nés. C'est, quand, Windows est arrivé avec des fenêtres. Avant, les logiciels, ils avaient pas de fenêtres, hein. C'était, des trucs, d'ailleurs, c'est la ligne de commande, hein, ce qui est aujourd'hui dans l'IA, tout le monde trouve ça formidable. Moi, je dis souvent, il y a la roue et la balançoire, hein, les 2. Voilà, on revient au bon vieux client et voilà, terminal. Mais et d'un coup, on avait les fenêtres et tous les logiciels qui étaient pas dans Windows avec des fenêtres, ils valaient plus rien, mais plus rien. Les trucs qui étaient faits en MS-DOS valaient plus rien et pourtant, ils faisaient des choses qui étaient à peu près pareilles. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc là-dessus, tu as raison, c'est plutôt la valeur se déporte. Bon. Deuxième sujet, sur ce que tu dis sur le fait que, se développer lentement. Non, moi je pense que ça ne changera pas, mais ça va, par contre, si on regarde à l'intérieur, le cycle de développement, lui, va s'accélérer. Ça enlèvera pas le fait que les boîtes peuvent durer 10, 15, 20 ans, mais par contre, au lieu d'avoir fait, je sais pas moi, peut-être quand on regarde Genspot, en accéléré, on a sorti, tu vois, on avait sorti un premier produit, on a fait plein de versions, un deuxième produit à côté, hein, on avait fait le réseau social, puis après l'intranet, puis avec ça. Et ben peut-être que tout ça, au lieu de faire 3-4 produits en 15 ans, on en fera 40. Donc oui, il y aura une accélération de la production. Tu vois, ça, je suis assez d'accord. Mais par contre, D'ailleurs, t'en es où, toi, dans le développement de Jamspot? Tes développeurs, est-ce que tu sens qu'ils commencent à produire plus vite? Est-ce que tu as commencé à intégrer des outils comme Claude Code dans tes process? Est-ce que tu sors plus vite des nouvelles features? Voilà, est-ce que demain, un concurrent, il pourrait recoder très vite Jamspot avant de te répondre à ça dans le détail, l'autre point qu'il faut voir, c'est que un éditeur de logiciel, c'est pas que ce qu'il a produit, c'est aussi toute la connaissance qu'il a de la problématique qu'il traite. Nous, quand on fait des migrations, par exemple, tu vois, tu fais une migration d'une techno à une autre. En fait, souvent, le problème, c'est que le développeur qui arrive pour faire la migration, il oublie tous les petits détails qui ont fait que ton produit il est bon. Et ces petits détails-là, c'est un peu comme le prompt, si tu lui dis pas, l'IA va pas l'inventer. Et ces détails-là, c'est pas justement et la question, alors évidemment, c'est dans le code, mais ces détails-là sont aussi de la connaissance que tu as sur ton produit, sur son comportement dans des vrais clients. Et ça, cette connaissance-là, je peux te dire que celle-là, c'est pas si facile que ça, il faut du temps. C'est là où on pense qu'on est toujours avec un monde avec zéro friction, etc. C'est pas vrai. Par exemple, avoir les bonnes specs du client et de comprendre où est-ce que il a besoin, où est-ce que tu as besoin de mettre de la performance, où tu as besoin de mettre de la telle simplicité, ça s'apprend aussi parce que tu déploies ton logiciel et pas parce que tu es super intelligent. Donc ça, moi, je pense que ça, c'est la partie qu'on ne peut pas aujourd'hui extraire. Et en fait, effectivement, ce qu'on peut extraire, c'est pisser du code. Je rappelle que moi, quand j'ai commencé dans les années 80 à coder, je rappelle que même pour stocker un fichier, il fallait qu'on code le stockage fichier. Aujourd'hui, ça fait marrer tout le monde. Bon, et donc on mettait déjà des fois des semaines avant d'avoir un fichier indexé juste pour aller rechercher ton putain de fichier dans ton programme. Donc, tout ça, effectivement, c'est une compression. Maintenant, pour revenir à nous concrètement, nous, je dirais à Genspot, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a vraiment une dimension sociologique aussi hyper importante. Tu en as qui sont qui vont très vite et qui sont à fond là-dedans. D'autres sont plutôt déjà aussi pas forcément, qui ont envie qui mettent, d'abord la question du beau code tel qu'il imagine. Donc tu vois, il y a un rapport à l'IA qui est un peu challenging dans ces cas-là. Est-ce qu'on va vraiment plus vite pour shipper des trucs? Oui, sur certaines parties, non sur d'autres.
Parce que tu vois, quand on touche par contre des questions, en particulier, tu vois, soit de migration de systèmes, tu vois, avec des questions entre back-end, front-end, l'IA, en fait, elle n'est pas forcément capable d'être aussi performante que ce qu'on attend. Donc, tu passes autant de temps à la mouliner pour lui dire ce qu'elle doit faire. Par contre, ce que je vois, donc c'est variable, mais comme dans tout dans la vie, hein. Moi, je te donne une voiture, il y a des trucs, moi, je vais en vélo plus vite que toi pour aller dans Paris, et d'autres, c'est l'inverse, pour aller faire l'autoroute. Par contre, ce qu'on voit, c'est petit à petit, les développeurs s'éloignent du code. C'est-à-dire, plutôt que d'écrire du code, ils promptent tout pour que le code soit généré. Mmh. Et à partir du moment où tu es dans ce truc-là, Heu, là, pour le coup, c'est comme entre, compiler et générer. Tout d'un coup, le rapport au code est effectivement beaucoup plus rapide parce qu'en fait, tu as un automate qui lui, va être ton petit, et tout ce qui est, multiplication de fichiers pour aller voir dans tous les fichiers s'il y a des trucs, le refacto et cetera, tout ça, en fait, soit tu le prends sous ce que j'appelle l'angle formel, tu vois? Par exemple Java, par exemple, un vieux langage que personne aime, mais enfin en attendant, quand tu modifies, une méthode, il te le modifie dans tout ton code de manière précise. Il est capable de rajouter un argument, de te mettre effectivement les fallbacks où tu dois le faire, parce qu'il est formel. Mais il y en a plein de langages qui sont pas formels aujourd'hui, qui sont de la soupe, hein. JavaScript, c'est de la soupe. Enfin, je veux dire, tu fais n'importe quoi avec JavaScript. C'est un langage en plus autodéclaratif. Donc, l'IA vient te mettre en fait aussi des barrières au fait qu'on n'ait pas des langages structurels qui te permettent de générer du code sur lequel tu as du contrôle en fait en termes de ce que j'appelle en théorie de complexité du code. Donc voilà, oui, ça accélère. C'est pas immédiat. Moi, je dis à tous ceux qui disent ah, c'est dingue et tout. Voilà, j'étais encore Non, avec un. mais il y a eu moi j'ai constaté un vrai changement depuis le mois de décembre. Honnêtement, Oui, on en là, parlait le mois de décembre. on enregistre là le podcast, on est le 28 janvier. Ça fait 2 mois, il s'est vraiment passé quelque chose, dans les coding agents, donc type, Claude Code, OpenCode, Codex, et compagnie. Il y a vraiment eu un shift, il y a 2 mois, il s'est vraiment passé quelque chose. C'était vraiment, il y a eu un avant et un après, début décembre, 2000. Ce que je constate, moi, c'est le contexte aussi, il est capable de prendre des contextes beaucoup plus grands et tu vois, sur une base de code comme celle de Genspot qui est quand même colossale, hein. Je rappelle que nous, on a à peu près que nous, c'est un SaaS vu de loin, tu vois, il y a 4 produits, d'accord? Mais en fait, à l'intérieur, il y a 90 applications. Donc, il y a une base de code qui est énorme. Or, pour être consistant, il faut qu'ils prennent une base de code plus grande. Donc, il y a aussi ça qui est la question de la mémoire, en fait, l'accès. Mais il y a aussi la méthode aussi, comme ce que je disais, c'est que, en fait, il y a beaucoup de développeurs qui ont pas la méthode, qui promptent et qui ont des mauvais résultats et du coup, ceux-là, ils sont pas dans la vague. Alors que les bons développeurs, qui comprennent, justement ce qu'il faut faire pour que le coding agent soit efficace, pertinent, et qui connaissent un peu, le monde un peu de Claude Code et compagnie, avec une bonne méthodologie, tu peux avoir des résultats assez dingues. Et toi, Mehdi, toi, t'en penses quoi? Vu que par rapport à Olympe Légal, vu que c'est aussi un SaaS? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, si tu veux, pour moi, hein, même les SaaS, la connaissance du besoin client et la réponse aux besoins clients reste la reine de tous les focus. Tant que tu as ça, que tu le fasses à la main, que tu le fasses lentement, que tu le fasses de manière pas jolie, si tu veux, tu peux tenir encore, tant que tu réponds aux besoins clients. Le problème, c'est qu'avec l'IA, les gens sont capables de développer des features qui déploient des forces que beaucoup d'humains auraient dû mettre en place, et donc à la fin, ils sont capables de te tuer par le prix, par la vélocité, par ce genre de choses. Mais si tu veux, c'est un peu comme une montre cassée. On dit souvent une montre à aiguille, quand elle est cassée, elle donne quand même l'heure juste 2 fois par jour. Donc, si tu veux, il y a quand même ce côté-là. Donc, si tu veux, le SaaS, il va tenir longtemps. Les gens, ils aiment bien les interfaces utilisateurs. Tant que le besoin est répondu, tu peux tenir. Le problème, c'est qu'avec l'IA, les gens vont tester plein de trucs. Ils vont tester plus vite, ils vont itérer. Et on sait que les Y Combinator et toute la Silicon Valley nous l'a montré, l'itération vers le besoin client, à la fin, fait les gagnants. Parce qu'ils apprendront sur le tas, ils auront les feedbacks, et ainsi de suite. Et cette loupe de feedback-là, l'IA, elle te le met à une échelle qui est très grande. Donc, c'est pas la multiplication des futurs qui va gagner, mais par contre, cette vélocité, si tu l'appliques à la bonne Customer Discovery, tu vas rattraper ceux qui ont les bons SaaS sur le sujet. Donc, si tu veux, il y a encore un temps pour lequel les SaaS peuvent tenir. Ils vont tenir encore longtemps, hein, mais l'IA permet de rattraper les rentes passées ou les niches passées des SaaS. Donc, si tu veux, nous c'est un peu ce qu'on voit. Et même nous, dans Olympe, on le voit que on fait un métier, on fait un sort de RAG dédié pour le métier Data Protection Officer, ainsi de suite. Et c'est de plus en plus dur parce que l'IA fait de mieux en mieux, et à chaque mise à jour d'un modèle d'IA, on se dit merde, est-ce que
tout ce qu'on a fait, au fond, les efforts vont pas être bouffés parce que ChatGPT 5.2, au fond, il rattrape quasi tout le truc et il est moins cher et ce qui va nous tenir. Donc, si tu veux, c'est cette tension entre le besoin client et l'évolution des modèles IA. Parce que, rappelons-le, ils n'ont pas les moyens de se concentrer sur toutes les niches. Donc, toutes les niches sont à disposition. Eux, ils font le modèle général. Ils vont essayer de prendre les plus grosses niches, mais il y a énormément de petites niches, petites dans le sens plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par an, hein, mais voilà, et qui n'auront pas le temps de prendre et que nous, justement, entrepreneurs, on peut, rien qu'en wrappant ce qu'ils font, on peut le faire. Et en codant grâce aux assistants IA. Moi, j'aime bien la méthode, juste pour, tu parlais des assistants IA, mais on a vraiment vu des choses évoluer. Tu sais, la méthode BEMAD, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est Breakthrough Method of Agile AI Driven Development. Si tu veux, en gros, tu fais une douzaine d'agents qui ont chacun un métier, que tu fais collaborer, tu fais des fichiers de spécification. Et en gros, c'est tes agents qui codent pour toi, mais avec un point de vue métier. Il y en a qui mettent des Product Requirement Documents, tu as des PRD Des PRD. pour donner des specs, des PRD justement, pour mettre des specs dessus. Donc, ça a énormément évolué. Les fonctions de tool calling pour appeler des fonctions externes à ton code, tes API internes, ça a énormément évolué. Donc oui, il y a un grand changement. Le seul truc que je dirais, moi, je fais attention aux annonces de Sam Altman, Dario Amodei. Ils sont jugés partis. Il y a 6 mois, ils disaient que les développeurs, 90% des développeurs étaient partis. Bon, ils sont pas partis. Ils seraient remplacés par l'IA. Donc, faut faire attention. C'est ce qu'Alain Damasio appelle les hyperstitions. Il a fait un voyage dans la Silicon Valley. C'est un auteur de science-fiction. Il a dit, ils sont même plus dans la superstition. Ils sont dans les hyperstitions. Ils doivent faire des promesses incroyables pour qu'on les écoute, pour maintenir la valeur de leur boîte, pour maintenir les stocks options des salariés, pour maintenir, tu vois, cette idée-là. C'est Elon Musk qui promettait la voiture autonome en 2020. Ça n'empêchait pas les gens d'acheter la voiture. Et beaucoup savaient que ça n'aurait pas lieu. Mais si tu veux, ces promesses-là, cet imaginaire-là de puissance, faut que nous, on soit capable d'avoir ça en tant qu'entrepreneurs français, européens, parce que il faut qu'on sache le débunker aussi chez eux. Il faut qu'on sache le débunker. Par contre, attention, hein, l'IA, c'est incroyable. Ça augmente la productivité de plein de métiers. Et aujourd'hui, si tu n'investis pas dans l'IA comme un outil d'itération et un moteur de productivité, tu te feras rattraper. Être malin et intelligent et raffiné ne suffira plus face. C'est un peu comme avoir une carabine à une balle et le gars qui a un Uzi mitrailleur en face de toi. Même s'il s'est pas visé, à la fin, c'est lui qui va gagner, quoi. L'évolution vers des agents IA autonomes, elle a été largement discutée à Davos cette année en 2026. Notamment la nécessité pour les humains de conserver une pensée critique et une agilité cognitive dans un monde où l'IA réalise les tâches les plus lourdes. Donc on va vers un monde d'agents autonomes. Mehdi, mon agent parle à ton agent via une API. Est-ce que l'interface utilisateur, c'est fini? Alors l'interface utilisateur, c'est pas fini parce que il va se passer deux choses, selon moi. Au contraire, il y aura deux aspects. Il y aura l'IA générative va permettre d'avoir des interfaces utilisateurs uniques par utilisateur. Là, il y a des designers qui travaillent sur il est telle heure là où je suis, j'ai utilisé telle fonctionnalité. En fait, on va générer l'UI dédié. Alors, je parle pas des contraintes écologiques et des ressources en compute, hein, mais voilà. Mais on va générer une UI qui est dédiée à la personne. Tu as cliqué plutôt ici, D'ailleurs, plutôt ici, j'ai fait de on la appelle ça le Generative UI. C'est un nom, c'est Generative UI. Generative UI. Donc, si tu veux, on va avoir, au contraire, on va avoir des interfaces, mais qui seront uniques. Tu sais, c'est Facebook qui disait souvent que personne n'avait une page Facebook qui était la même, une appli, parce qu'ils avaient tellement d'A/B testing qu'ils avaient plus d'1 milliard de versions en même temps, sur des petits détails. Mais donc là, on va avoir des interfaces complètes. Donc ça, au contraire, je pense que l'interface, elle va extrêmement se personnaliser pour ceux qui seront capables de le faire. Voilà. On va avoir des jeux vidéo qui seront personnalisés, des films, des séries, des dessins animés pour enfants qui seront personnalisés. Donc ça, l'interface va se personnaliser. De l'autre côté, oui, on va avoir un web d'agents, c'est-à-dire que les sites web qui sont aujourd'hui browsés par les humains, avec des interfaces faites pour les humains, des animations faites pour les humains, les agents, ils vont les naviguer, ils en ont rien à faire de tout ça. Mais ils veulent le contenu, ils veulent de la structure, ils veulent du fait, ils veulent de l'intelligence. Et ça, tous les designs de sites web jolis, Apple, L'Oréal, où il y a plein de trucs, l'IA ne le voit pas. Pour elle, c'est du bruit. Elle veut du signal. Elle veut qu'est-ce qu'on peut acheter, c'est quoi les infos, et ainsi de suite. Donc, on va retrouver cette ère du début du web où celui qui apporte de la vraie valeur va se retrouver à l'ère des agents. Le dernier truc qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra accueillir ces agents. Quand un agent va venir sur ton site, tu connais pas l'intention. Est-ce qu'il veut acheter un produit? Est-ce qu'il veut interagir avec toi? Est-ce qu'il veut aller payer quelque chose pour le nom du user? Je prends l'exemple, il y a un agent que j'aime bien chez Conto qui va chercher mes factures à ma place. Mais bon, tu vois, faut l'aider. Faut encore l'aider un petit peu. Voilà. Et donc, il va falloir que n'importe qui veut aller dans cette ère des agents qui vont naviguer le web au nom des users, les accueillir, les détecter que c'est des agents, détecter leur intention,
c'est ce qu'il y a les serveurs MCP aujourd'hui qui sont là pour ça, hein, pour être cette interface avec les agents, et lui dire, OK, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, écoute, moi, je t'ai fait l'interface, le serveur MCP, qui te permet d'interagir et d'y aller. Tu veux acheter la dernière collection de Sanseiya à moins de 200 € sur Le Bon Coin? Eh ben, vas-y, moi, je suis Le Bon Coin, je prends ta requête, je vais t'aider, je vais te montrer où est-ce que c'est. J'ai compris que tu es un agent, je vais pas te mettre un OTP, un one time password pour t'empêcher d'y aller, et je vais aller jusqu'au paiement, et puis au paiement, j'enverrai un texto au user pour dire, OK, est-ce que c'est prêt? Il y a le prix qu'il faut, on y va. On estime que 30% des achats en 2030 seront faits via des agents. Et on estime que 40% des achats d'ici 2027 seront couverts ou incités par des agents. C'est encore le user qui le fera. En 2030, on pense que c'est 30% des achats qui seront faits par des agents. Si l'e-commerce, ça a été ça a été une grosse révolution, l'e-commerce avec Internet, l'agentique e-commerce, c'est encore une nouvelle grosse révolution et de grosses opportunités business. Et j'ai envie de dire énorme. aussi, Mehdi, toi tu parles de la disparition des interfaces parce qu'il va y avoir cette fameuse collaboration entre les agents, c'est-à-dire mon agent qui va acheter à un autre agent un service ou un produit et qui va me livrer sans que j'ai à aller sur des interfaces. Mais j'ai envie quand même d'apporter un peu de nuance parce que en fait, quand c'est un humain qui a besoin d'interagir, donc moi je pense que l'interface n'est pas morte. Et j'en ai la preuve, c'est que tu vois, ChatGPT, ils ont sorti un nouveau service qui s'appelle ChatGPT Translate. Or, on sait qu'avec ChatGPT, tu lui donnes n'importe quelle phrase et il te la traduit en n'importe quelle langue. Et en fait, ils ont créé ChatGPT Translate, je suis allé dessus, et qu'est-ce qui m'a le plus choqué? C'est de voir qu'il y avait des boutons. Et qu'en fait, tu n'étais pas obligé de prompter. Et que tu avais comme des prompts déjà prêts, où tu avais juste à cliquer OK. Voilà. Et en fait, ce que je comprends, moi, et même avec Billabex, parce qu'on fait des agents IA de recouvrement, et on a des clients aussi qui ont besoin d'une interface pour voir ce que fait l'agent, et pas juste de pouvoir les prompter. Parce qu'en fait, le prompt, ça demande quand même une charge cognitive, et qui fatigue, en fait. Si tu passes ta journée à prompter, tu commences à fatiguer. Cette fatigue, tu l'avais pas avec les interfaces et les boutons. Enfin, tu l'avais un peu, mais moins. Avec les login sign-up, c'était relou. Hein. Reset password is the new login. Non, il y avait des trucs chiants aussi, tu vois. Il y avait de la fragmentation. On va avoir des super apps. En fait, si tu veux, ChatGPT, c'est une super app, comme WeChat est une super app. On va avoir une seule interface qui aura peut-être quelques boutons, quelques trucs. Mais oui, on va arrêter d'avoir la multiplicité des interfaces. Je pense que c'est ça. Et juste une petite anecdote, parce qu'Alain, j'aimerais savoir aussi ton avis là-dessus. Mais une anecdote, c'était des bots. Tu vois, quand la PS5 est sortie, c'est des bots qui achetaient toutes les PS5 parce qu'on n'était pas préparé à accueillir des bots. C'est pour ça que les gens n'ont pas pu en acheter pendant des mois. Et il y a une histoire de ces deux bots sur Amazon. Il y a un livre qui s'est vendu 27 millions de dollars. Et d'où ça vient? C'est qu'il y avait un bot qui vendait des livres qu'il avait en stock et il y avait un autre bot qui faisait la moyenne de tous les livres, entre guillemets, des prix qu'il trouvait sur Amazon et il le vendait à 0,3% moins cher. Par contre, il n'avait pas le livre en stock et il le commandait à celui qui l'avait. Donc, il se positionnait il se positionnait un petit peu plus cher, 3% de plus, 3% plus cher. S'il trouvait un client, il achetait à un autre seller Amazon qu'il avait un petit peu moins cher, parce qu'il faisait la moyenne des prix, il était au-dessus, et donc, si tu veux, il n'avait pas de stock. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y avait peu de livres, il y avait peu de livres sur une marque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu en avais un qui augmentait de 3%, et l'autre qui faisait la moyenne. Donc, ça a augmenté un peu la moyenne. Et donc ensuite, lui, il a dit, la moyenne a augmenté, je fais 3% de la moyenne, et ainsi de suite. Et en quelques dizaines de jours, les bots se sont mis aux enchères, et le livre était vendu à 27 millions de dollars. Si tu veux, les bots automatisaient le bidding, les uns avec les autres. Je sais pas si ça a été extrêmement clair, mais en gros, il y avait deux bots qui avaient deux systèmes d'achat automatisé ou de mise de prix automatisé, et le système s'est emballé. On va en avoir plein, il va y avoir plein de trucs comme ça. Et là, j'ai vu l'histoire pour les entrepreneurs. J'ai vu une histoire, c'est quelqu'un qui il a mis un numéro surtaxé. Il s'est créé un numéro surtaxé et il a fait des agents pour aller s'inscrire sur tous les sites de vendeurs, tous les sites de commerciaux pour se faire rappeler. Comme ça, quand il le rappelait, il gagnait de l'argent avec le numéro surtaxé. Oui, j'ai vu ça, c'est illégal, alors il s'est fait toper. Hein. Non, bien sûr, mais on se rend pas compte de l'opportunité qui est énorme, mais du web, d'internet, on se rend pas compte de ce que les gens vont faire. Il faut s'y préparer, aussi bien pour s'y protéger que pour en bénéficier. Aujourd'hui, on a des développeurs qui développent des agents qui appellent au téléphone pour prospecter, et on a des applis où c'est des agents qui décrochent le téléphone. Du coup, on se retrouve avec un agent qui prospecte un agent qui décroche le téléphone, et ils se mettent à parler entre eux. Alors voilà, mais c'est pas plus mal parce qu'au final, au final, c'est
l'agent qui décroche, il filtre, et du coup, il récupère que les opportunités qui me concernent. Donc, je récupère vraiment des opportunités de qualité. Et en fait, tout ce temps d'échange pour voir s'il y a fit ou pas, on le délègue aux agents. C'est-à-dire, parce que en fait, c'est quoi les rencontres? C'est échanger avec quelqu'un d'humain à humain, et s'il y a un fit, dans ce cas, on crée une relation. En fait, et ce travail-là de vérifier s'il y a fit, on peut le déléguer à des agents qui, eux, j'aurai mon agent qui va m'assurer que l'agent d'Alain m'assure que si moi je me fais ami avec Alain, on va créer une belle relation. Et ça Mais m'évite de t'as rencontrer des des CV. cons. Tu as des CV générés par IA. Tu as des CV générés par IA pour répondre à des offres d'emploi qui vont être lus par des IA. Et Ouais, c'est la c'est même ça. chose. Ça, Ouais. ça va être un sacré bordel. Et Ah, Alain, ouais, dis-moi. Jamespot, c'est un réseau social d'entreprise. Enfin, C'est des humains qui maintenant, c'est parlent à carrément des une humains. plateforme collaborative, donc dans lequel il y a effectivement le réseau social qui est un des composants, mais il y en a d'autres, ouais. Et donc, Donc demain, si l'essentiel des échanges dans une entreprise se font entre les agents, mhm. qui négocient les contrats, les réunions, en fait, c'est quoi la place de l'humain dans tout ça? Moi, je pense que, et on le voit déjà aujourd'hui, parce que nous, on a déjà joué avec ce que vous dites dans la plateforme. On a deux trucs, hein. On a ce qu'on appelle les boutons magiques, hein, qui répondent exactement à ce que disait Mehdi tout à l'heure. C'est-à-dire, évidemment, plutôt que de faire du prompting, je rajoute des boutons parce que c'est plus simple et j'ai pas besoin d'avoir toute cette complexité-là. Par exemple, j'arrive le matin, c'est quoi mes priorités? Je vais pas prompter tous les matins, c'est quoi mes priorités? Voilà, j'ai un bouton parce que je sais que c'est une routine. Et le deuxième, c'est les extra bots, c'est-à-dire c'est des agents qui sont justement, mais qui sont à la surface. C'est-à-dire des agents qui sont avec un profil, ils ont des icônes, ils peuvent interagir dans les commentaires, donc ils font partie prenante, ils sont skin in the game, comme on dirait. Parce qu'à un moment donné, quand on réfléchit, il y a un problème de loi de make life, hein, c'est-à-dire qu'on a des agents, des humains qui se parlent, et donc avec le fameux réseau. Mais quand on met un humain au milieu, comment est-ce que ça se passe? Un humain avec un agent, ça on voit bien. On dit oh là là, il me stack des trucs, et puis bah, je réponds oui, non, vas-y, go, ce que vous m'avez fait tout à l'heure avec le SMS. D'accord. Achète-le. Oui, vas-y. Non, fais pas, surtout pas. Voilà, ok. Maintenant, tu mets deux humains, un agent. C'est déjà le bordel. Tu vas pas envoyer un SMS à l'un. Quelle est l'interface pour ça? Bah, en fait, tu retrouves l'interface finalement de collaboration. Simplement, c'est qu'il faut montrer quel est l'agent et pourquoi il est là, montrer que c'est un agent et pas un humain. Donc, il y a tout ce travail-là d'être capable de finalement reconstruire une conversation, et sachant que quand tu as 2 agents, tu as le même problème. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand 2 agents parlent, tes clients, ils veulent savoir ce qu'ils ont fait, les agents, pour savoir s'ils n'ont pas fait, comme disait Mehdi, des livres à 27 milliards, parce que c'est 27 millions, pas millions. Enfin, dans ce podcast, comme on parle qu'en milliards, je suis un peu perdu. Mais tu vois, 27 millions, et 27 millions, si tu veux, là, tu lui dis, bah non, le bot, t'es perdu. Donc, en fait, il y a une question à un moment donné où il faut qu'on soit dans la mêlée, et je pense que ça, ces formes-là, elles sont pas complètement encore sorties. Moi, j'intuite qu'elles vont être un mélange de conversation comme dans un réseau social, mais dans lequel on assume qui on est, heu, et on est opposable, et de, équivalent de tâches dans lequel tu dis oui, non. Donc en gros, par exemple, quand mon agent va parler à ma place, pour savoir si, oui ou non je veux aller dans la transaction, s'il me pose la question, il va bien falloir qu'à un moment donné, je lui donne un go, sachant que lui, il aura déjà engagé une conversation sur laquelle il ne faut pas qu'ensuite je me retrouve pris en porte-à-faux. Donc tu te retrouves à être obligé, dans l'interface, à faire de la validation. C'est un peu comme la modération, si tu veux. Modération a priori. Tu modères avant de publier. Les agents, on va les modérer parce ils vont nous demander un acknowledgement de ce qu'on fait, avant de pouvoir rentrer en conversation. Cette complexité d'interface, bah là, c'est pareil, c'est un terrain de jeu de dingue. Hein, de la même façon que les messageries ont réinventé la façon de communiquer dans le numérique, hein, enfin, c'est assez incroyable ce qu'on a avec nos messageries instantanées. Bah là, il va falloir inventer la messagerie instantanée avec des agents en interaction, et avec ce côté oui, non, j'accepte, j'accepte pas, va plus loin, stop, etc. Multi-agents, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas non plus une surcharge informationnelle avec 50 agents qui te posent des questions en même temps. Il y a Comme un projet GitHub qui cartonne en ce moment. En fait, c'est quand l'agent a fini sa tâche, il t'appelle au téléphone, en fait, Mmh. pour demander la validation. Donc ça, c'est sympa. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai le SMS. C'est sympa quand dans un monde où il n'y a pas d'agents. C'est sympa parce qu'il y en a un seul qui t'appelle, tu as enfin un ami, c'est cool. Mais si tu as, avec la productivité dont on a parlé tout à l'heure, Yacine, tu te retrouves avec une centaine d'agents, tu vas être content de répondre 100 fois au téléphone? Bah non.
Et je veux donner un chiffre. Nous, tu sais, Genspot, Je avant mettrais un d'être agent répondeur. voilà, donc Genspot B2B, on a eu un Genspot B2C. C'est pas très connu ça, mais c'est la période 2005, 2008, 2009. En fait, on était l'équivalent d'un mélange, on dirait aujourd'hui, entre Pinterest et Reddit, voilà. Et on est monté dans le top 10 000 des sites, hein, quand même, voilà. Et ben, vous savez quelle était la part des robots? Parce que ce qu'on raconte là, c'est la même chose dans le web de voilà. Quelle était la part des robots crawlers par rapport aux vrais humains? 90%, Voilà, c'était on plus peut de 90. crawler. 50 fois plus. Moi, je dirais 50 fois plus, 98. Et qu'est-ce qu'on a c'est ça, on était au-delà de 95. Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs pour ces robots? Et d'ailleurs, c'est Meta qui l'a un peu imposé. On a inventé, vous savez, les OG. Vous savez, toutes ces descriptions de méta Open qu'on Graph. met. Voilà, Open Graph. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les robots, ils arrivaient, ils comprenaient rien à la page. Donc, on a inventé les OG pour dire au minimum, voilà la description, voilà le lien, voilà l'image, quel truc. Et bon. Et donc, exactement ce que disait Mehdi tout à l'heure, il va falloir dupliquer toutes les applications pour qu'elles aient un conversationnel de type agentique, comme ce qu'on a fait pour le web avec les métadescriptions, qui était la version, alors vraiment pauvre évidemment, mais, qui était déjà, ça. Puis après ce que d'autres formes qui ont existé dans l'e-commerce, parce qu'il y a plein d'autres formes aujourd'hui d'échanges aujourd'hui déjà qui existent, hein, ce qu'on appelle l'EDI, l'échange de données informatisées, qui est un truc qui est vieux comme le monde. En fait ça, toutes les applications vont devoir faire ça. Et j'ai envie de dire au-delà des API, parce qu'une API n'est pas autodescriptive. Donc il faut, voilà, d'où le problème, MCP, autodescription, et cetera. Il y a un gros travail là-dessus, mais qui est finalement, pas si compliqué, mais que tout le monde va devoir faire, en fait. Et nous, dans nos confs API, il y a des tracks sur Agent Experience. Donc, c'est l'AX ou l'AX. Et on dit qu'on va passer de l'UX à l'AX parce qu'il va falloir penser une Agent Non, il faut les Experience. 2, faut faire les 2. Non, mais Enfin, il faut faut les faut deux. Il faut faut les deux. Mais si tu veux, il va y avoir des vases communicants. Il y a des boîtes qui ont perdu 50, 60, 80% de leur trafic SEO, qu'il faut qu'ils fassent du GIO, du Generative Engine Optimization, parce que c'est des agents, maintenant qu'on le voit hein, dans ChatGPT, dans Claude, il y a les liens, Mmh. et maintenant les gens, vu qu'ils savent que les liens sont peut-être pas bons, ils vont cliquer sur les liens. Donc il y a des gens maintenant qui ont du trafic. Mais il va y avoir des vases communicants. Il faut être prêt pour les agents. Il faut savoir accueillir les agents. Et il y a trois standards là. Il y a LLM Text. Donc c'est un standard, c'est comme le robot.txt de Google, mais pour les agents. On dit qu'il faut structurer ton LLM Text avec un format qui s'appelle JSON LD pour structurer un peu les choses pour que l'agent puisse découvrir et naviguer dans ton document. Et il y a MCP, on parlait des serveurs MCP pour que l'agent ait un guichet dans lequel il puisse savoir qu'est-ce qu'il peut faire et comment il peut interagir en étant reconnu comme agent et pas en étant bloqué comme agent. Donc, si tu veux, il y a différents, mais on est dans l'ère de l'AX, l'Agent Experience. Et ça pose plein de problèmes de sécurité. Enfin, tu vois, nous, par exemple, on est en plein dedans. Ça pose des vrais problèmes de sécurité, comme, on a mis du temps à trouver avec OAuth un système qui permet d'autoriser, des accès, par API, mais qui est en plus hyper flat. Ce qu'il faut voir, c'est que là, en plus, tu dois avoir accès en profondeur au contexte. Donc, ça pose vraiment des questions de transition d'identité aussi, et donc de sécurité. Et donc je pense et c'est pareil, moi je suis pas en même temps qu'il va y avoir, des formidables, usages comme on est en train d'en parler, il va y avoir des sorties de route aussi, colossales, hein. Je veux dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec, des agents qui vont détruire leur ordi, parce qu'ils auront juste donné un ordre de dire: «Nettoie-moi ça», sans comprendre ce qui se passait derrière, enfin, mais j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Quand je dis ça, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est juste avoir en tête que on va avoir des belles histoires à raconter, à mon avis, parce que lâcher des agents dans la nature, qui ont une autorité sur ton monde numérique, c'est quand même, c'est assez, heu, aujourd'hui, on n'a pas ça, hein. Je veux dire, tu donnes Mais pas. on a déjà eu des collègues où nous, parfois, on fait des conneries, effacer une base de données, effacer un truc, tu vois? Les agents, tu vois, ils feront des erreurs. Alors peut-être ça dépend de l'échelle. Tu vois, au fond, si on compare les choses, ça serait juste une logique de comment on va designer pour être sûr que, Oui, Tout à fait. il y a bien une sécurité, une vérification ou un truc, combien dessus, de quoi, mais d'administrateurs de bases de données SQL, ont supprimé toute la base d'utilisateurs? Combien? Des centaines. Et ça, c'était avant l'arrivée des agents. Oui, C'est mais sûr oui, on n'est mais jamais à l'abri du bouton supprimer, où on appuie sans faire exprès. sauf que, et ça, c'est peut-être déplorable, c'est dans l'histoire et depuis Asimov, c'est que on pardonne, bon, même si on peut, condamner les humains qui font des erreurs, ce qu'on ne pardonne pas aux machines.
C'est-à-dire que même quand une machine, statistiquement fait moins d'erreurs qu'un humain, on considère qu'elle en fait déjà trop. Donc on Ah est bah on oui. est dans un rapport du rapport au risque qui devient, alors effectivement, limite, un peu fou parce que tu dis: «Je n'accepte pas qu'il fasse des erreurs», alors que justement ce que je veux, c'est lui donner le plein potentiel sur ma machine, par exemple. Bon, donc il y a quelque chose aussi, c'est un oxymore quand on dit ça. Quand tu donnes le plein pouvoir de quelqu'un sur tes comptes, bah, tu te prépares à ce qu'il fasse une erreur. Donc, je ce que je veux dire par là, c'est que, on va vivre aussi cette hystérie-là et cette hystérie, elle va se poser sur nous en tant que tech, parce qu'on va nous demander l'impossible et on va être obligé de jongler avec des mensonges. Si, si, je vous assure, ça arrivera jamais. Voilà. Bon, c'est ça mon point, hein. Impossible, mais l'impossible n'a jamais été aussi possible. Avant, on nous demandait un impossible qui était impossible à faire. Avec l'IA, on va se rapprocher d'un impossible qui, entre guillemets, la promesse va être un peu plus facile à réaliser aux décideurs qui demandaient un truc qui était complètement impossible avant, quoi. Alors on va s'arrêter là, on arrive à la fin. Si vous aviez les pleins pouvoirs demain matin, exemple, vous êtes président de l'Europe, même si l'Europe, Mmh. n'est pas un pays, quelle est la mesure unique que vous prendrez pour qu'en 2030, le président, français soit pas ridicule? Attends, parce que si on était, Ouais, déjà, si on est président de l'Europe, on n'a pas les pleins pouvoirs. ouais, mais on va Bon, partir du déjà, principe qu'on a les voilà, on a les on pleins va pouvoirs. partir. Moi, ce serait Imaginons même que vous êtes un dictateur et patron de l'Europe. bon, Un très bien. techno-dictateur. Ok, vas-y. Un techno-dictateur. Moi, je pense que, vu qu'on revient au début de la conversation sur la question de l'économie de guerre et de la reconquête de la souveraineté, moi, j'aurais une seule mesure, c'est que maintenant, il n'y a pas un seul euro, d'investi dans la tech qui n'est pas, 100 européenne. Point. L'investissement de tous les États, Oui, de mais jusqu'où toute tu l'Europe. pars? Parce qu'en fait, supposons, tu dis, ben, tu peux acheter que des logiciels français. OK, j'achète que des Mmh. logiciels français. Mais est-ce que ces logiciels, s'ils sont dépendants ou si c'est juste des wrappers de logiciels américains, Non mais est-ce que, ça compte? Yacine, tu disais tout à l'heure, on peut pas. Tu prends Genspot, je viens de te montrer. Nous, on est, par exemple, totalement indépendant, de la stack américaine. Alors après, tu vas venir me chercher sur les CPU qu'on produit pas, dans mon garage, ça, je suis d'accord. Mais même Octave Klaba, il fabrique quand même, tu vois, des ordis qu'il assemble lui-même, donc en allant sourcer et il a pas besoin des Américains. Donc ce que je veux dire, c'est que tu prends d'un point de vue logiciel, qui est ma partie, d'accord? On peut acheter 100 de logiciels qui n'est pas, sous, dépendance américaine. Voilà et nous, on arrive à le faire. On est sur aucun cloud américain. Oui, mais le contrôle, comment tu le fais, le contrôle? Parce qu'en fait, encore une fois, tu peux, déguiser un logiciel Mais américain dans justement, un je suis un logiciel dictateur, français. donc celui qui fait ça, je vais le chercher et je sais où il habite. Oui, mais comment tu vas savoir qui fait ça? C'est ça Non la mais question. non mais, eh, de savoir que Doctolib est sur AWS, il y a pas besoin de chercher 3 minutes, hein. Enfin, tu envoies un auditeur ISO 27001 et tu as la réponse à ta question, hein. Je veux dire et puis là, il y a un truc, là, on était lundi, d'ailleurs, Mehdi, c'est rigolo, on s'est pas vu lundi après-midi, c'était le grand raout de l'indice de résilience numérique. Je veux dire, tu passes ça au tamis de l'indice de résilience numérique et je peux te dire, tu les vois les dépendances. Heu, Moi, mes confrères qui sont dépendants des Américains, je peux te dire que je le sais tout de suite, tout de suite. C'est même un mental, c'est une façon de faire. Donc et moi je parle d'investissement Yacine. Tous les Ouais. investissements seraient faits là-dedans, tu vois? Voilà. Ça se voit, tu sais, c'est un peu comme, ouais, je me permets juste une phrase, mais ça se voit un peu, tu sais, c'est comme dans les périodes de sécheresse, quand celui qui a encore la pelouse verte, alors que tout le monde a la pelouse jaune. Pour moi, c'est ça. Ça se voit quand quelqu'un il utilise des services qui sont extra-européens, ça se voit. Moi, moi, Ouais, mais je le ferais un attention, peu. si tu dis ça, ça veut dire attends, Mehdi, ça veut dire que tu considères que les produits américains sont meilleurs que les produits européens. Tu dis, Pour beaucoup, pour ce que beaucoup, tu veux pour dire, c'est beaucoup. que les Européens, ils vont tous se retrouver avec des produits un peu nazes et celui qui a un Non, bon produit, on va se dire: «Ah ouais, c'est parce qu'il utilise de l'américain». alors la métaphore s'arrête là, mais les produits américains sont bons, sont meilleurs dans beaucoup d'endroits. Mais le truc, c'est, et justement, ce serait ce que je proposerais. Ce que je proposerais, c'est de faire ce que le Japon a fait dans les années 60, quand tout le monde était en vélo et que les Américains à l'époque, mais que d'autres disaient, ouvrez votre marché des voitures, on va vous vendre des voitures, vous avez que des gens à vélo. Eux, ils ont dit non. Pendant 10 ans, on va pédaler, on va suer, c'est pas grave. On va attendre d'avoir une industrie qui est capable de vous en vendre pour réouvrir. Et on va attendre. Ce que la Chine a fait aussi avec le Great Firewall, mais le modèle chinois, c'est un modèle qui peut être vite discrédité d'un point de vue politique, mais le modèle japonais, beaucoup moins. Et le Japon, ils ont dit ça. Ils ont dit, on ouvrira quand on sera à armes égales, quoi. Et ben moi, je ferais ça. Je ferai une sorte de protectionnisme par rapport à ces sujets. Ça sera dur,
Oui, c'est un peu du sang et des larmes, mais il y a tout ce qu'il faut en Europe pour y arriver. On a l'open source qui peut aider derrière et on a les infras, on a les ingénieurs, on a l'énergie, tu vois, on est capable de faire, quoi. Et je réouvrirai quand on sera capable de jouer à armes égales. Voilà, moi c'est ce que je ferai, voilà, pour, comme réforme. Et c'est 2 belles réformes, Yacine. Tu vois, tu as 2 belles réformes là, tu vois? On peut être il faut moi je serais d'avis de partager mon pouvoir de coprésident avec Mehdi, tu vois? Et parce que tu vois, entre justement l'investissement d'un côté et le protectionnisme de l'autre, et là, en 10 ans plus tard, je te promets, on n'aurait pas le même podcast, hein. Ah, j'espère Non. que vous serez écoutés. Mais on doit retrouver une volonté de puissance, de soft power et de software power, tu vois. Software et software, tu vois. Il y a ce côté-là, quoi. On doit retrouver la soft power européenne et on doit make Europe tech again, tu vois. Bah, le temps passe vite là, on va s'arrêter là, merci. À vous qui écoutez, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'attendre, codez, vendez, buildez, générez. Voilà, c'était Yacine, Alain et Mehdi. Et si cet épisode vous a inspiré, mettez 5 étoiles et partagez-le s'il vous plaît. Et ciao!